Bonjour à tous, voilà, je relance cette chaîne pour parler de crypto-monnaie et même d'investissement de manière générale, de bourse, d'ETF et ainsi de suite. Et quoi de mieux pour commencer le sujet qu'un petit podcast que tu peux écouter en faisant ton footing ou en cuisinant ou en geekant, en faisant ce que tu veux quoi, par un podcast sur le Bitcoin. Comprendre la révolution du Bitcoin, les amis. Donc, je ne suis pas, je tiens à préciser, conseiller financier. Voilà, ce que je partage, c'est un avis ainsi que ma passion. De plus en plus, je suis passionné par donc l'univers des crypto-monnaies, de la blockchain, par l'investissement de manière générale, même dans la bourse, par la macroéconomie aussi. Voilà, j'aborderai tous ces sujets sur cette chaîne, raison pour laquelle n'hésite pas à t'abonner, à liker aussi si le podcast te plaît. Le Bitcoin, je le prends en DCA, donc Dollar Cost Averaging, une technique qui consiste à lisser son prix d'achat dans le temps, donc en investissant par palier, un peu chaque mois ou chaque 2 semaines. Voilà. Et je suis très long-termiste sur cet actif. Je sais que je ne le vendrai pas pour le bull run qui vient, si bull run y a. On a tendance à douter de plus en plus, mais techniquement, on est censé être en bull run, donc on va voir le verre à moitié plein. On va pas être pessimiste non plus. Mais voilà, donc je le vendrai pas pour ce bull run. Peut-être pour celui d'après, quoique. Sachant que j'ai commencé mon DCA assez tard, mais c'est pas grave. Donc comme beaucoup, j'étais à fond dans les altcoins au début. Et puis, vu la tournure qu'a pris ce cycle, il faut savoir qu'un cycle de croissance en crypto-monnaie est structuré en moyenne chaque 4 ans autour du halving. Donc le halving qui consiste justement à ce que moins de bitcoin soient minés, c'est-à-dire produits. J'expliquerai tous ces termes peu à peu à mesure que voilà, on avancera dans les podcasts, dans les vidéos, dans les analyses et tout. Là, je prends en compte le fait qu'il y a des gens qui connaissent déjà le sujet qui peuvent tomber sur ce podcast, mais il y a aussi peut-être des débutants. Donc, on y va petit à petit. On va monter en puissance sur cette chaîne. Donc voilà, les cycles sont structurés autour du halving du Bitcoin, qui fait que de moins en moins de Bitcoins sont mis en circulation et ça raréfie en fait le Bitcoin au fil du temps, sachant que le Bitcoin est programmé pour qu'il n'y ait que 21 millions d'unités au maximum. Et les derniers Bitcoins seront minés aux alentours de 2140. Donc déjà, le Bitcoin est un actif rare qui résiste à l'inflation voilà, qui d'ailleurs a été lancé en 2008. Là, on fête d'ailleurs les 17 ans de son lancement, donc le white paper lancé par Satoshi Nakamoto, peu importe qu'il s'agisse d'une personne ou d'un groupe de personnes, c'est le pseudonyme du ou des créateurs du Bitcoin. Donc Satoshi Nakamoto a lancé son white paper le 31 octobre 2008, alors qu'on était en pleine crise des subprimes et que la politique monétaire du quantitative easing allait être lancée en Union européenne et tout ça, et que tout, voilà, une masse énorme de liquidités allait affluer sur l'économie mondiale au fil des ans, ce qui s'est fait, ce qui s'est produit, et chaque 4 ans il y avait le halving couplé à la croissance des liquidités aussi. Donc ça, on s'en est rendu compte un peu tard, nous, investissement en crypto-monnaie. Ce cycle a cela d'intéressant dans le sens où vraiment, c'est le cycle où les investisseurs en crypto-monnaie ont appris la macroéconomie et les cycles monétaires et ainsi de suite, et où on s'est rendu compte que le halving, ça comptait sans doute, mais peut-être que pour que les altcoins, donc altcoin, crypto-monnaie alternative au Bitcoin, puissent monter aussi, il fallait un accroissement de liquidité, étant donné que la classe d'actifs des crypto-monnaies
est considéré comme actif à risque au même titre que les actions boursières, etc. Donc voilà. Donc le Bitcoin se raréfie à mesure qu'on avance dans le temps. Ça a été présenté dans le white paper que j'ai évoqué donc tout à l'heure comme un système de paiement, qui fonctionne de pair à pair, sans intermédiaire. Et ça, c'est possible grâce à la technologie qui accompagne le Bitcoin, à savoir la technologie blockchain. Donc la blockchain, pour te la faire simple, donc je reviendrai dans d'autres vidéos avec plus de détails, hein, bien évidemment, mais là, comme j'entame cette chaîne, pour l'instant, j'explique les choses de manière simple. Donc c'est une sorte de registre informatisé, public, où sont notées toutes les transactions en fait. Donc on a quelque chose de public, d'accessible à tous, qui fonctionne sans intermédiaire et qui est produit grâce à l'énergie. Car oui, tout cela repose sur ce qu'on appelle la preuve de travail. C'est ce qui va valider donc les différentes transactions et voilà les inscrire sur le registre, sur la blockchain et qui voilà est consommatrice quand même en énergie, bien que on invente de plus en plus des moyens pour produire du Bitcoin de manière durable. Donc, euh, bah écoutez, c'est pas pour rien que désormais un Bitcoin vaut plus de 100 000 $. Donc au début, c'était considéré comme de la merde. Donc la plupart des gens n'en voulaient pas. Et ben il y en a même qui en ont eu et qui ont acheté des conneries avec, de la drogue ou je ne sais quoi. Il y a même le fameux Pizza Day, c'était en 2010. Il y en a un qui a échangé des milliers de bitcoins contre une pizza. Et chaque année, donc on fête l'anniversaire de cet événement-là. Voilà, c'est dire. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de pizzas vaut un bitcoin, mais il en vaut énormément. Donc, c'est un système de paiement. C'est également une réserve de valeur, hein, de plus en plus. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est carrément le PDG de BlackRock, Larry Fink. Donc, il faut comprendre que les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin, vu que c'est la première des crypto-monnaies, a tendance à... c'est un marché qui a tendance à s'institutionnaliser. Donc, depuis janvier 2024, il y a eu les premiers ETF sur le Bitcoin et c'est le plus grand lancement d'ETF de l'histoire. Donc ETF, c'est Exchange Traded Fund. C'est en fait, si tu veux, un actif ou un panier d'actifs chargé de répliquer la valeur d'un indice ou de plusieurs actifs en même temps. Donc il y a des ETF sur le marché français, donc des ETF sur le CAC 40, des ETF sur le marché américain, SP500, des ETF thématiques, des ETF IA par exemple, voilà, un panier d'actifs, d'actions regroupant voilà, plusieurs entreprises travaillant sur l'intelligence artificielle, sur tout et n'importe quoi en fait. Bah là, depuis 2024, on a inventé les premiers ETF crypto-monnaies et évidemment, on a commencé par le Bitcoin à partir de janvier 2024 et ça a été le plus grand lancement d'ETF de tous les temps. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui ont afflué sur des ETF d'un coup de cette manière-là. Sachant qu'en plus, à l'heure actuelle, bon, on pense ce qu'on pense de la politique, de Trump et ainsi de suite. euh, mais le fait est qu'on a un président des États-Unis pro-Bitcoin et même pro-crypto de manière générale, mais voilà, très à fond dans le Bitcoin, qui a décidé de constituer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc on a désormais vraiment de gros acteurs sur le marché. Et voilà, sachant que déjà, dans le précédent cycle, on avait déjà eu de grosses entreprises comme MicroStrategy d'un certain Michael Saylor qui ont commencé un DCA vraiment agressif sur le Bitcoin. On a également eu Elon Musk qui a fait le buzz, hein, que ce soit avec le Bitcoin et même avec le Dogecoin. C'est un même coin, c'est-à-dire une crypto-monnaie basée sur rien et qui a été créée
suite à une blague pour se moquer des crypto-monnaies, justement. Il a fait prendre beaucoup de valeur à ce même coin là. Donc voilà, le marché des crypto-monnaies tend à s'institutionnaliser de plus en plus. Le Bitcoin tend à s'imposer comme une réserve de valeur, même si à l'heure actuelle, donc on ne sait pas trop s'il est un peu... En fait, il est à cheval entre les deux narratifs de réserve de valeur, comme l'or, et actif à risque, mais bon actif à risque, hein. Comme les géants de la tech, comme les GAFAM ou les 7 magnifiques aux États-Unis, sachant que voilà, Bitcoin est déjà dans les 10 actifs les plus capitalisés au monde. Il n'y a que quelques entreprises comme Nvidia, Microsoft ou je crois même Apple qui sont plus capitalisées, mais je crois que Bitcoin est déjà plus capitalisé que certaines grosses boîtes comme Tesla ou même ou peut-être même Facebook, Meta. Donc voilà, c'est pas rien. C'est un actif qui tend à s'imposer de plus en plus à mesure que le temps avance. Et j'investis dessus, donc en DCA, dollar cost averaging. T'es pas obligé de faire comme moi. Il y en a qui attendent le bear market pour se positionner. Moi, j'attends le bear market pour me positionner sur des altcoins, mais Bitcoin, je m'en fous. J'ai connu une époque où on se foutait de la gueule de ceux qui avaient investi sur Bitcoin quand il valait plus de 60 000 dollars, entre 60 000 et 70 000, quand il a fait son ATH, son all-time high de 2021. Bah, aujourd'hui, ces gens-là dont on se moquait, bah, ils sont vus comme des génies. Donc voilà, moi je sais que le Bitcoin, je peux l'acheter même au top. Il redescendra et de toute façon, je DCA, donc je vais lisser mon prix d'achat, je le rachèterai à la baisse. Et évidemment, je renforcerai mon DCA. Je mettrai de plus grosses sommes quand les prix seront bas. Quand les prix seront, je vais être large en dessous de 100 000 dollars. Je vais pas jouer à Madame Irma, je vais pas m'aventurer à deviner où le Bitcoin pourrait tomber exactement lors du prochain bear market. Et puis on ne sait pas hein, si le bear market arrivera bientôt car on est censé être en bull run, sauf que le bull run n'a pas commencé. Et si le bull run n'a pas vraiment commencé encore, ben le bear market n'arrivera pas tout de suite parce que pour qu'il y ait un dump, faut qu'il y ait un pump avant. Donc voilà, c'est logique à mes yeux. Et évidemment, le Bitcoin est intéressant dans le sens où, comme je l'ai dit, il est désintermédié. Donc tu as accès à un système de paiement et une réserve de valeur qui est indépendante en fait du système bancaire traditionnel, qui est indépendante des États, même si les États commencent à se mêler de plus en plus. Mais tes bitcoins, si tu les stockes dans un cold wallet, ça peut être des cartes Tangem, une clé Ledger, peu importe. Si tu les stockes dans un portefeuille qu'on appelle cold wallet, un portefeuille physique, ben, ils sont vraiment à toi. C'est un peu comme retirer ton argent de la banque en cash, en fait. Voilà, ils sont dans ta poche, tu comprends? Donc, franchement, voilà, c'était un petit podcast pour commencer à parler de crypto-monnaie. Et quoi de mieux que de commencer par le roi des crypto-monnaies, donc le roi Bitcoin. On commence par le meilleur et puis petit à petit, on va s'aventurer dans les méandres, dans les tréfonds hein, de cette forêt amazonienne qu'est le marché des crypto-monnaies. Sachant qu'encore une fois, on ne parlera pas que de crypto, on parlera aussi de bourse, d'actions, d'ETF. Enfin, moi, je vais parler vraiment de ce que je fais, voilà, de ce que j'aime, de ce sur quoi j'aime investir en ce moment. Donc, encore une fois, ben, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce, commenter si le sujet te plaît. Et ben, je te dis à très vite.